Les écrans vont-ils plomber la compétitivité? C'est la question qui vient à l'esprit quand on regarde une note de la Fondation Jean Jaurès. Son auteur est avec nous. Alors, sans attendre, certains professeurs ont lancé l'alerte, comme notamment cet instituteur qui était venu sur le plateau de Point de Vue. J'ai pu constater simplement au fil des années, parce que je suis arrivé, en fait, j'étais avant dans la finance, ensuite j'ai changé pour devenir instituteur, et je suis arrivé en 2006. Et en 2006, le smartphone n'existait pas. Donc vous avez vu les choses évoluer. Voilà, j'ai vu l'évolution et en particulier deux moments basculent. 2010-2011, les tablettes généralisées et évidemment la crise du Covid qui a généré un basculement de toute une génération sur les écrans qui n'y étaient pas, particulièrement mes élèves de CM2, puisque c'était comme ça qu'ils pouvaient être, entre guillemets, en relation entre eux. Bonjour Paul Klotz. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie, est-ce que le vrai luxe aujourd'hui est de pouvoir avoir des cours, des leçons, des écoles qui se passent des écrans? C'est une question à laquelle il est compliqué de répondre parce qu'en fait, on manque essentiellement de données et de chiffres qui nous permettent de voir les effets d'une politique de sans écran dans les écoles, parce que précisément c'est assez peu développé aujourd'hui en France. Ce qu'on peut dire en tout cas avec certitude, c'est que les écrans sont associés à des éléments qui favorise le mal-être des enfants. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que on a pas mal de maintenant ça commence à être documenté, il y a de la recherche, il y a des médecins, il y a des alertes sur la nocivité de l'écran sur le cerveau, les études, on va y revenir, mais on n'a pas encore on ne documente pas les bienfaits, ou en tout cas la supériorité sanitaire d'une vie sans écran. Alors, on a quelques chiffres quand même, qui sont très impressionnants, et qui nous montrent notamment que lorsqu'on utilise des écrans avant 3 ans, parce que l'écran c'est une forme d'appauvrissement sensoriel, on ne découvre pas le monde, on est dans ce rapport unilatéral avec une surface plane et lisse, on a une dégradation de la qualité de la découverte du monde dès le plus jeune âge, des interactions humaines, de la construction des sociabilités, etc. Et puis après, plus on monte dans l'âge de l'enfant, plus l'effet de l'écran négatif devient psychologique. C'est-à-dire qu'au-delà d'une heure d'écran, on remarque une dégradation de la qualité des interactions sociales, des indicateurs de curiosité des enfants. Et quand on a plus de 7 heures par jour d'écran chez ces mêmes enfants, on voit que le risque d'anxiété et de dépression est presque doublé. Donc les écrans, au sens large, sont néfastes au bien-être de l'individu. La thèse essentielle, et c'est ça qui est très intéressante de votre note, en tout cas la thèse centrale, une des thèses centrales, c'est que cette société des écrans est génératrice d'inégalités sociales. On va y revenir. Mais moi j'ai une question à l'inverse, parce que là c'est des expériences, c'est presque du vécu. Être privé d'écran, de smartphone par exemple, pour les jeunes, n'est-il pas générateur d'inégalités dans l'accès à l'information et donc d'inégalités sociales? Alors c'est une réalité, hein. De toute façon... En clair, t'as un œuf touche dans une cour de récréation. Bien sûr. Mais en fait, les écrans permettent de faire une multitude de choses, notamment d'accéder à l'information, d'accéder à du divertissement aussi. Parce que je pense qu'il ne faut pas tout chasser. Il est aussi important d'avoir un peu d'écran. On a le droit d'avoir du loisir, d'aller sur YouTube, d'aller sur Netflix, ce que vous voulez. Moi, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'inégalité liée à l'absence d'écran parce que tout le monde a plus ou moins un smartphone. L'usage du smartphone s'est généralisé. Là où il peut y avoir une inégalité, c'est plutôt sur les populations plus âgées, avec la fracture de l'électronisme, où on a des gens qui ne savent pas utiliser des écrans et donc qui ne peuvent pas avoir accès à des démarches administratives qui sont numérisées, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à un écran. Et le problème est plutôt dans l'usage intensif de l'écran, qui croît en fait avec le niveau de précarité. Et donc, plus vous êtes pauvre, entre guillemets, plus vous avez de chances d'utiliser abondamment votre écran, et donc plus vous avez de chances d'avoir les effets néfastes qui sont associés à ça. Oui, c'est que là, on touche vraiment à ce qui est l'essentiel de votre note, c'est que le temps libre est volé par les écrans, capté par le capitalisme numérique. Complètement. Et avec des effets, comme on le dit, inégalitaires.
Je veux prendre un chiffre très simple et très marquant. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que quand vous êtes un enfant qui grandit dans une famille dont les revenus sont inférieurs à 35 000 $ par an, vous avez 2 heures de temps d'écran en plus qu'une famille qui grandit dans un foyer dont les revenus sont supérieurs à 100 000 $ par an. Donc il y a effectivement cette grande inégalité qui constitue donc un vol du temps libre. Et pour revenir sur ce sujet, le temps d'écran, pourquoi est-ce que je dis dans ma note que ce n'est pas un temps émancipateur et que c'est un temps qui peut être néfaste ? Déjà parce qu'on l'a vu, c'est associé à des phénomènes de mal-être psychologique, cet usage de l'écran. Mais aussi parce qu'on a perdu tout un tas d'activités qui étaient des activités émancipatrices, qui n'étaient pas de l'oisiveté, mais qui étaient des choses qui nous permettaient de nous développer et qui ont progressivement disparu avec l'usage de l'écran. Je prends l'exemple dans ma note des temps de conversation qui ont diminué de 41% entre 1974 et 2010. C'est les enquêtes emploi du temps de l'INSEE qui le montrent. Je prends d'autres exemples, le fait d'écouter de la radio ou de la musique qui lui aussi a diminué, le temps de lecture, le temps passé dans les musées ou le temps de bénévolat. Ça, ce sont autant de temps émancipateurs qui diminuent du fait de l'usage des écrans. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, m'est venue une question à l'esprit quand je vous ai lu écrire ça. Et vous venez de le dire, entre 1974 et 2010, il y a eu quand même un phénomène, pourtant, qui s'est produit. C'est l'augmentation du temps libre. Et finalement, est-ce que le vice, c'est les écrans, ou bien, n'est-ce pas, d'avoir voulu repousser les limites du temps libre et des loisirs ? En clair, n'est-ce pas la sanction, l'illustration de oisiveté, mère de tous les vices ? Alors, je pense pas. Pourquoi ? Parce que ce temps libre... Ça m'étonne pas que vous me disiez que vous ne pensiez pas, sinon vous n'auriez pas été peut-être publié par la Fondation Jaurès. Mais parce que là, j'attaque les 35 heures. Hein, oui, mais alors justement, parce qu'il y a deux phénomènes, en fait, dans la libération du temps libre. Et la philosophie des 35 heures, c'est ça. Hein, c'est la philosophie des temps libres. Hein. Oui, mais en fait, les 35 heures, elles ont permis une libération du temps essentiellement chez les hommes. Et il y a un deuxième phénomène qui est lié à l'automatisation des tâches domestiques. Avec l'apparition des progrès techniques, qui lui a permis essentiellement une libération du temps libre chez les femmes. Et donc il y a eu une forme d'égalisation comme ça. On a gagné 10 heures de temps libre par semaine entre 1974 et 2010. Alors on peut critiquer effectivement le sujet des 35 heures. Moi, vous l'aurez compris, c'est pas mon opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que si on essaye de dépolitiser le débat, on remarque que... Non, mais est-ce que quand même, je comprends que c'est pas votre opinion et peut-être que ça heurte peut-être des convictions, je vous fais pas ce procès, mais ça peut être possible que ça heurte des croyances et des convictions de base, mais est-ce que, et que peut-être que nous on a un biais effectivement de confirmation par rapport à ça, mais est-ce que quand même la question de l'extension du temps libre au détriment d'un temps contraint de travail n'est pas quand même un des problèmes qui est révélé par justement le problème en fait c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement dans l'usage de ce temps libre supplémentaire et donc les grandes plateformes qui auraient pu accompagner. Alors, on pourrait y revenir, mais en fait les grandes plateformes, les acteurs de la tech qui se sont développés à partir des années 2000 ont vu dans ce gisement de temps libre supplémentaire une source de profit économique. Parce que quel est le fonds de commerce du capitalisme numérique ? En fait, c'est le temps disponible des gens pour créer des mécanismes addictogènes afin de capter un maximum de données ou de vendre un maximum de publicité ciblée. Et alors, il n'y a pas eu d'accompagnement. Mais qui aurait dû accompagner ? Moi, je pense que l'accompagnement qu'on aurait pu faire, ça aurait été de développer des temps libres émancipateurs. Et je prends un exemple très simple pour les enfants. Il y avait, dans les années 50, un service public des colonies de vacances qui existait, qui a complètement disparu et qui permettait de faire de la mixité sociale, qui permettait aux enfants d'aller découvrir la nature. Oui, mais enfin, bon, les organisations de jeunesse, les camps de jeunes, encore, ça existe encore, même si je vois bien qu'il faut regretter le temps béni des colonies. Mais est-ce que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce que finalement cette libération du temps libre n'était pas dangereuse ou naïve au regard effectivement de cette voracité de certains capitalistes numériques. Oui, en tout cas, elle était difficilement prévisible.
et elle est apparue. Et c'est pour ça que je dresse une série de propositions dans ma note, justement, pour lutter contre ça. Après, vous avez raison, il y a une deuxième question qui est, une fois qu'on a lutté contre les écrans, que fait-on de ce temps libre supplémentaire ? Et là, c'est aussi une part de responsabilisation individuelle que de se dire, je fais des choses qui me permettent l'émancipation. Je précise que c'était bien évidemment ironique quand on parlait du temps de béni des colonies, que c'était des colonies de vacances. Combien coûte l'économie attentionnelle, justement, à notre économie ? Parce que ça, c'est l'un des autres points très très intéressants et captivants de votre étude. On a un chiffre extrêmement intéressant qui n'est pas de moi, mais qui est de la Direction générale du Trésor, qui a sorti le 4 septembre 2025 une note sur l'économie de l'attention. On estime, je reprends les chiffres de la Direction générale du Trésor, que l'économie de l'attention coûte en 2025 0,6% du PIB. 0,4% en perte de temps productif. Vous êtes au travail, mais vous passez du temps sur votre téléphone, donc vous ne travaillez pas. Et 0,2% en dépenses nouvelles ou en dégradation générale de la santé mentale des individus, puisqu'on sait que l'usage des écrans augmente le sentiment de solitude, dégrade la santé mentale et donc coûte à la société à la fin. Donc manque à gagner par manque de travail et coût pour les problèmes sanitaires. Mais soyons schumpeteriens, est-ce que quand même cette économie de l'attention, elle ne génère pas des emplois, des innovations et toute une activité ? Complètement, on peut se dire qu'elle génère, notamment à travers des revenus publicitaires, des flux économiques importants, mais qui sont à long terme improductifs. Et je m'explique. En 2060, on estime que le coût de l'économie de l'attention ne sera plus de 0,6% du PIB comme aujourd'hui, mais de 2 à 2,9% du PIB. Pourquoi ? Parce que les enfants qui aujourd'hui sont surexposés aux écrans, il faut savoir que les 8-12 ans passent en moyenne 3 heures à 4 heures par jour devant les écrans. Et on est sur 4 heures à 5 heures pour les 13-18 ans. Et ben, tous ces enfants-là, aujourd'hui, sont en train de dégrader leur capacité cognitive, attentionnelle, langagière, mémorielle. Capacité à articuler des concepts, à rester concentré. Et ça, c'est une dégradation nette en capital humain qui va faire diminuer la productivité. Moins performant. Voilà, qui va faire diminuer la productivité globale. Et donc, si effectivement, il y a des revenus qui sont générés à court terme par cette économie de l'attention, qui génère des emplois, etc., il faut penser aussi à l'avenir. Et en fait, il faut le voir comme une défaillance de marché, une externalité négative qu'il faut compenser. En quoi, quels sont, par exemple, si on refait un peu une géopolitique de l'économie de l'attention et une géopolitique de la perte de compétitivité due à cette économie de l'attention, qui est gagnant, qui est perdant ? Alors, il n'y a pas beaucoup de gagnants pour l'instant. Puisque... Oui, parce qu'on peut dire, attention, parce qu'on va être moins bon que les Chinois et que les Asiatiques, mais enfin, les écrans dans ces pays-là et dans ces zones-là, ils sont partout, ils ont même été précurseurs. Exactement. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gagnant, parce que il y a un pays qui se détache du lot, on peut dire, c'est la Chine. La Chine qui a pris des mesures extrêmement fermes pour lutter contre les temps d'écran, avec cette idée qu'il s'agissait au fond d'un enjeu de compétitivité, et la Chine qui elle-même arsenalise les écrans pour en faire presque un vecteur de la guerre hybride aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand la Chine déverse des applications comme TikTok sur le marché européen, dont on sait que les mécanismes addictogènes de ces applications sont plus puissants, sont d'une puissance qu'on n'a jamais vue, avec des effets sur la dégradation des capacités cognitives qui sont inégalés, et que réciproquement, ou dans le même temps, la Chine interdit l'usage d'Internet chez ses mineurs entre 22h et 6h, ou limite leur temps de connexion à Internet, eh ben on remarque qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous sur la compréhension qu'ils ont et sur l'horizon de long terme de cette arme qui est le smartphone. Si je vous suis, ça me fait penser, l'Express avait révélé dans les années 80-90 combien l'Union soviétique avait utilisé l'arme de la pornographie pour pouvoir affaiblir l'Occident et pour en particulier vouloir zombifier une partie de l'Occident. Et pendant ce temps-là, c'était interdit dans les pays soviétiques. Si je vous suis, vous décrivez un peu le même système avec les écrans de la part de la Chine. Oui, je le décris, et on peut dire que dans notre pays, en France, les effets des écrans sont encore assez mal mesurés. C'est pas encore devenu un sujet de société au point qu'il y ait des lois dessus, que les politiques s'en saisissent, etc. Ce que je regrette. Mais dans d'autres pays, comme la Corée du Sud, par exemple,
on est arrivé dans des situations Avec quand même des grandes marques. avec Des voilà, grandes marques d'écran. complètement. On est arrivé dans des situations où les pouvoirs publics, complètement désemparés, ont dû considérer les écrans comme des vraies addictions et créer même des camps de désintoxication numérique à destination de leurs jeunes pour qu'ils puissent réapprendre à se parler entre eux, à méditer, à faire des pratiques. C'est les conglomérats qui fabriquent les ordinateurs et les smartphones qui financent ça. Non, et c'est bien ce qu'il y a de pire, c'est que les conglomérats s'enrichissent et l'État paye. L'État paye avec ces camps de désintoxication numérique. Qu'appelez-vous politiser l'otium? Et alors, du coup, voilà, le corollaire de la libération du temps d'écran, c'est de retrouver un temps qui soit émancipateur. Je prends quelques exemples d'activités dont on sait qu'elles améliorent nos capacités, qu'elles soient attentionnelles, langagières, sociales. La cuisine, la promenade, la lecture, l'écriture, toutes ces choses-là qui composent vraiment la vie quotidienne et qui doivent être repolitisées ou remises au centre du débat politique. Et donc, pour politiser cet otium, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui ne va pas beaucoup vous plaire. C'est l'idée qu'avait eu Mitterrand en 1980 de créer un ministère du temps libre qui, en fait, avait connu un échec assez retentissant, mais qui avait eu une vertu, et c'est le seul bilan de ce ministère, c'est de créer les chèques vacances pour permettre à des gens de partir en vacances. Là, on a un exemple de comment est-ce qu'on ouvre des horizons nouveaux à des personnes qui sont prises par le temps d'écran, et l'exemple de la colonie de vacances, en ce sens, était aussi parlant. Mais il y a aussi d'autres propositions qui peuvent être faites. La commission sur l'exposition des enfants aux écrans a rendu un rapport en 2024. C'est une commission qui a été missionnée par le gouvernement et elle propose de créer une responsabilité pénale à destination des grandes plateformes, lesquelles devraient prouver qu'elles ne cherchent pas à développer des mécanismes addictogènes, à défaut de quoi elles seraient condamnées. Et donc il y a une inversion de la charge de la preuve. Il faudrait que les plateformes démontrent leur bonne intention, leur bonne foi, sans quoi elles seraient réputées comme dangereuses pour les populations. Merci beaucoup, Paul Klotz. C'est absolument passionnant de vous entendre et aussi de vous lire. Votre étude est à retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et j'ajoute un interview d'ailleurs que vous avez accordé à notre excellent jeune confrère Jean Bosco Herbin.